Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet délicat, un sujet que j'ai vécu en fait. Le sujet, c'est le suicide. Dans mon cas, j'ai vécu le suicide en 1986, le 1er janvier. Moi, pour faire une histoire courte, je suis né en 82, en janvier. En fait, c'est ma mère qui s'est enlevé la vie avec son copain, qui n'était pas mon père, euh, le 1er janvier 86. Donc, j'allais avoir 4 ans, j'avais donc encore 3 ans. La raison pourquoi je veux en parler, c'est que c'est quelque chose pour moi qui est, pas qui est facile de parler, mais c'est que ça fait longtemps que j'ai fait la part des choses. J'ai vécu plus longtemps sans mère qu'avec une mère. Mais c'est pour parler un peu en fait d'un sujet qui est délicat, puis que moi que je réussis un peu des fois un peu à vulgariser ou pour vous montrer ma perspective, comment j'ai vécu ça à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Ça n'a pas toujours été facile, c'est encore pas facile. Par contre, depuis que je sais que mon diagnostic de douance, j'ai compris que j'en étais affecté de la mort de ma mère. Par contre, j'ai associé probablement trop de choses au suicide de ma mère ou par manque maternel. Euh, Dans le diagnostic de douance, c'est écrit que ça m'a affecté. Et donc, de même d'aller consulter pour en parler. Ça, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure à un moment donné, mais des consultations, j'en ai fait, disons, dans ma vie. Euh, et au niveau... bon, OK. Première des choses, ce qui est quand même spécial, maintenant je peux comprendre pourquoi que je peux me souvenir de moments précis comme ça, même si c'est quelque chose de quand même extraordinaire. C'est pas ordinaire. Le suicide de ma mère, en fait, c'était en janvier, mais en fait, ouais, le 31 décembre, donc 1er janvier. Je l'ai appris, je me souviens exactement où j'étais, je me souviens exactement la luminosité, je me souviens comment mon père était placé. En fait, mon père m'a dit Jérémy, en fait, je me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, mais je me souviens qu'il a prononcé mon nom, qu'il m'a dit qu'il y avait quelque chose à me dire. Il m'a assis à la table. On habitait à Montréal à l'époque. Et il m'a annoncé que ma mère était décédée. Je me souviens pas quel mot exactement il a utilisé. Ce que je me souviens, c'est plus visuellement, là, où j'étais placé, comment c'était approximativement. Je me souviens que ce que j'ai cru, ce que j'ai pensé, ce que j'ai compris quand mon père m'a annoncé ça, c'est que ma mère était décédée d'un accident de voiture. Parce que pour moi, à l'époque, quand quelqu'un mourait, il y avait à peu près deux façons. La première étant d'une bombe atomique. J'étais fasciné par les bombes atomiques, les bombes qui peuvent tomber du ciel. Ça, peut-être qu'on en reparlera. J'ai donc cru que c'était dans une voiture, d'un accident. Pour moi, la mort, c'était d'un accident de voiture. Et en plus, elle est morte dans une voiture. Donc, ça faisait... Je pense pas que mon père m'a dit ça, m'a donné autant de détails. Je me souviens qu'une partie de la famille lui avait dit de dire que ma mère était partie en voyage. Puis donc, d'avoir une espèce de patate chaude, une bombe à retardement plus tard, que mon père m'aurait menti et tout. Mon père a préféré, et ça, qui sait c'est quoi la meilleure façon? Il y a probablement des psys, des psychiatres, qui en savent plus que moi là-dessus. Moi, je crois que mon père a fait la bonne chose. De m'en parler tout de suite directement. Comme ça, tu le sais, tu peux pas... bon, je pense que c'était une bonne chose. Donc, à l'annonce de la mort de ma mère, moi j'avais déjà rencontré le conjoint, le nouveau chum de Jacques. Je le dis parce que j'avais aussi un demi-frère, Nicolas, qui était un peu plus vieux que moi, qui peut-être va un jour tomber sur ces vidéos-là.
j'aurais probablement le moyen reprendre contact avec cette personne-là pour en fait discuter, en savoir plus sur son père et peut-être des choses qui m'ont échappé aussi, peut-être les réelles raisons, peut-être que de ce côté-là, de sa famille ou peut-être lui ou peut-être qu'ils en savent plus sur les raisons du suicide. Par contre, moi j'ai mes propres théories. Pour faire... C'est sûr que là, je m'en vais un peu dans plusieurs directions parce que j'ai plusieurs choses à dire, mais bon, ça, je pourrais en parler. Ma théorie, en fait, c'est que probablement que ma mère souffrait. Et là, je dis souffrait parce que quand tu le sais pas, c'est une souffrance. Souffrait de douance. Et quand tu souffres de douance, tu comprends pas. Tu comprends pas la vie, tu comprends pas les gens, tu comprends pas. Tu as l'impression d'être un peu comme je sais pas si je vais publier ça, mais j'expliquais un peu d'être dans une foule et toi t'es statique et tout le monde passe à côté de toi d'une façon extrêmement rapide. Donc t'as l'impression que tout se passe, mais que toi t'en fais pas partie. Donc en gros, je crois que ma mère était potentiellement douée ou probablement HP, donc au potentiel ou qui avait un haut QI. Il y a de très fortes chances que ma mère avait un haut QI. Ma mère n'avait pas d'études, contrairement à mon père. Et mon père a même continué ses études après la mort de ma mère. Je veux dire, il n'y a pas de lien, mais il a continué, donc il était déjà scolarisé. Et ma mère avait probablement, un peu comme moi, une espèce de syndrome de l'imposteur. Quand tu as un HP, mais que tu n'as pas d'études et que tu as beaucoup de difficultés, je sais pas si elle avait de la difficulté, moi j'ai eu de la difficulté à l'école. C'est qu'avec un cerveau surpuissant, tu comprends tellement de choses qu'au bout de la ligne, c'est comme si tu comprenais rien. Et je soupçonne que ma mère, en fait, aurait mis fin à ses jours quand elle a trouvé la bonne personne, la bonne ou mauvaise dans le sens de la bonne personne qui la comprenait, et ils sont un peu, je dirais pas complaisés, ils se sont retrouvés dans cette vie et ont fait un certain pacte qui pour apaiser leur souffrance. J'ai pas connu Jacques, j'ai connu ma mère par les dires, les photos, par de mon père, de la famille, un peu de tout ce que je pouvais recueillir. Mais Jacques, mon beau-père, j'ai aucune idée qu'il était, ses souffrances, j'ai aucune idée. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu c'est théorique dans mon cas. Ils se sont enlevés la vie ensemble par asphyxie dans une voiture, dans un stationnement. Ça, c'est les détails que je connais. Avant ça, je me souviens de ma première rencontre chez Jacques, avec Jacques et Nicolas. Je me souviens approximativement comment la pièce était faite. Le plancher, c'était une sorte de carrelage noir et blanc. Peut-être que c'était un faux fabrique ou de la céramique, mais je m'en souviens pas exactement. Je me souviens qu'il y avait 2 pièces avec la cuisine. Je me souviens que la pièce de droite, c'était la chambre de Nicolas. Je me souviens de sa lampe. Sa lampe était, je crois que c'est un clown qui tenait des ballons de plusieurs couleurs et je crois que la lumière entrait dans les ballons ou en tout cas moi ça m'avait fasciné les petits ballons un peu parfaits avec la lumière. J'avais trouvé ça vraiment super beau. Donc j'ai quelques souvenirs de cet âge-là qui doit être approximativement quand j'avais entre 2 et 4 ans, 3 ans avancés. Moi, j'ai toujours associé le fait que j'ai des souvenirs comme ça de ma mère. C'est pas beaucoup de souvenirs, évidemment, mais quelques souvenirs parce que
j'ai un peu figé mes souvenirs dans le temps. Je te pose la question, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu as fait toi quand tu as eu tes deux parents presque toute ta vie? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé avant 5 ans? En général, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que la vie continuait, il n'y a pas eu de moment où tu as dû te souvenir de quelque chose. Par contre, si ton grand-père ou ta grand-mère ou ta tante ou ta sœur, je sais pas, quelqu'un de proche dans ta famille, quand tu avais 4 ans est décédé, il y a des chances que tu te souviennes vaguement de cette personne-là ou puis qu'aujourd'hui c'est un genre de souvenir. Moi, ma mère, c'était la femme la plus importante de ma vie à l'époque. Donc, c'est sûr que dans mon cas, je me souviens de choses précises, dont, à un moment donné, je sais pas si ça a rapport avec la douance, mais je me souviens que son chum, son conjoint, me faisait le truc pour les enfants, pour les faire manger. Il me disait ouvre la porte de garage, il faisait l'avion et moi mes parents me faisaient pas ça. Donc je me souviens, j'étais sur une chaise haute. Si j'étais sur une chaise haute, j'étais assez jeune. Et puis dans ma tête, je me souviens de me dire voyons, il fait quoi lui, il veut quoi avec ce truc-là d'avion là? Moi, tu me fais manger. Et je me souviens que cette journée-là, précisément, en fait, quand tu me faisais l'avion, je crois que c'était un peu pour attirer mon attention parce que j'ai entendu mon père entrer dans l'appartement, probablement qu'il venait chercher quelque chose ou porter quelque chose. Je me souviens que j'avais souvent des otites à l'époque, donc c'était peut-être du sirop, c'était peut-être un antibiotique quelconque aux bananes. Ça, c'est des souvenirs, hein? Et je me souviens que bon là il essaie de me faire le truc de l'avion, puis moi je me disais non, tout ce que je veux c'est voir mon père, là, je l'entends, je sais qu'il est ici là. Donc ça c'est des souvenirs qui sont pas en photo, c'est des souvenirs qui sont pas en vidéo évidemment. Et en parlant de vidéo, la chose qui moi me blesse aujourd'hui presque le plus, évidemment de ne pas avoir une mère c'est blessant, mais ce que je trouve un peu tragique, c'est triste, c'est de ne pas avoir d'enregistrement de la voix de ma mère. Donc aujourd'hui j'ai aucune idée comment ma mère bouge. Comment ça peut paraître futile si on a eu nos parents toute notre vie, mais pour moi de savoir comment parle ma mère, c'est important. C'est drôle parce que si je regarde des fois des photos ou quelque chose qui n'a pas d'audio, je vais par ce que j'ai comme appris avec la bouche, avec la mâchoire, de la façon que la bouche est placée, de la façon que les dents sont placées, je sais pas si j'ai raison, mais des fois je m'imagine une voix sur la personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. J'ai l'impression que des fois je suis capable d'être proche, de comprendre c'est quoi la voix de la personne. Donc j'ai approximativement une voix dans ma tête de ma mère, même si j'ai probablement pas raison, je saurais jamais. J'ai demandé à plein de gens du côté de sa famille ou de ma famille pour savoir si quelqu'un avait un enregistrement à quelque part, que ce soit une cassette. Oui, une cassette. Ça, c'est quand même vieux. Ou non, les vieilles vidéos. Donc, le suicide de ma mère, qu'est-ce que ça a changé pour moi dans ma vie? Ça a changé un paquet de choses. C'est sûr que déjà à la base, j'étais potentiellement hypersensible évidemment de tous les sens, mais auprès des femmes, moi, je me suis rapidement caché ou je me suis un peu replié sur moi-même. Je laissais pas personne vraiment m'approcher. J'essayais d'approcher mon père. Mon père, à l'époque, était pas très... était d'après moi un peu en colère, donc il me laissait pas l'approcher beaucoup. Et ma belle-mère était pas très maternelle, donc j'étais un peu laissé à moi-même, malheureusement. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a, dans ma vie, le plus blessé. C'est d'avoir été finalement seul dans la mort de ma mère, et puisque
c'était plus la conjointe de mon père. C'était pas la même chose que si mon père avait perdu sa femme ou sa conjointe et qui en parlait. Et au moins, mon père a jamais parlé en mal de ma mère. Il est comme moi en fait. C'est quelqu'un qui est neutre, qui est capable de ne pas prendre position, qui est capable de regarder une situation avec recul. Donc, évidemment, il m'a toujours dit la vérité sur ma mère. Mais par rapport à sa perception, et je doute que mon père soit doué aussi, donc il y a des chances que ce soit très, très exact. Mais c'est ça un peu qui m'a blessé le plus, c'est de ne pas avoir de mère. Je crois que c'est quelque chose qui est hyper difficile à vivre pour un jeune homme ou une jeune fille, jeune garçon en fait. T'as un manque. En fait, on le sait pas si on a eu une mère. J'ai pas été couvé, j'ai pas été réconforté. Si je faisais des cauchemars après 4 ans, moi je me suis moi-même créé mon propre univers, que j'avais le contrôle de mes rêves. Je me souviens même précisément du rêve où j'ai pris contrôle de mes rêves. Puis c'est un peu ça. Les blessures associées, c'est le manque affectif. Puis malheureusement, dans mon cas, ça a pas été, il n'y a pas eu de substitut à ça. Il y a ma tante, la sœur à ma belle-mère, c'était une des seules femmes que je laissais m'approcher. Mais elle avait aussi une façon de m'approcher que je trouvais drôle, puis elle était persistante. Moi, il fallait être persistant avec moi pour pouvoir m'approcher. Et je pense que j'ai toujours été du type un peu silencieux, le genre de personne qui analyse beaucoup. Quand j'arrive dans un nouvel environnement ou quelque chose, je m'imprègne, j'absorbe, j'essaie de comprendre la dynamique des gens, que je fais encore la même chose aujourd'hui. Puis, donc c'est ça. Fait que au niveau de l'enfance, je sais que moi, mon enfant, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas de mauvais souvenirs, mais j'ai pas de bons souvenirs non plus de mon enfance. Ensuite, préadolescence, ça n'a pas été une période glorieuse de ma vie. L'adolescence, faut comprendre aussi qu'au primaire, ça je vais l'expliquer souvent parce que ça fait partie intégrante de ma vie. À l'école, j'étais pas très bon. Moi, en passant de la maternelle à la première année, j'ai vraiment pas aimé la première année. Je comprenais pas pourquoi on devait être assis alors que moi, je voulais comprendre l'être humain. Aujourd'hui, je comprends. À l'époque, je comprenais pas que c'était ça que je voulais. Et je comprenais pas qu'on devait être assis à un endroit précis, qu'on devait pas bouger de là, que si on voulait aller aux toilettes, il fallait lever la main, il fallait demander d'aller à la salle de bain. Puis il fallait pas dire je me souviens, c'était comment qu'elle s'appelait, elle demandait de pas dire je veux faire pipi, elle disait de demander d'aller à la salle de bain ou aux toilettes. Évidemment, je pense que c'est moi ou un jeune homme qui s'appelait Stéphane qui a dit, qui nous a tous aidés, en fait, tous et toutes, à ne pas faire l'erreur, parce que lui, il a dit, je veux aller faire pipi, puis elle a un peu comme, non, c'est pas ça qu'on dit. Elle s'appelait Béatrice, qui disait pizza et non pizza. Et ma belle-mère l'avait confronté, je crois, au téléphone en disant que c'était pas pizza, mais pizza. Bref, ça c'est des souvenirs. Hein, ah oui, bon, petite anecdote avec Béatrice. Béatrice qui était une enseignante, peut-être qu'elle avait dans la quarantaine, donc c'était à l'époque un peu une ancienne enseignante. Et en première année, moi j'ai jamais vraiment beaucoup fait de devoirs. Et en première année, c'est pas mal là que j'ai commencé à pas en faire. Fallait lui montrer le matin qu'on avait fait nos devoirs de la veille. Donc, il fallait se mettre en rang, peut-être 5 ou 6 personnes, pas tout le monde.
on se mettait en rang et on lui montrait, et elle regardait, je me souviens pas si elle corrigeait ou des fois elle corrigeait ou elle faisait juste regarder si on l'avait fait, puis elle faisait un petit crochet, je me souviens pas, mais elle regardait. Alors, la façon que son pupitre, son bureau était fait, c'était pas un pupitre mais un bureau, moi, j'ai élaboré une stratégie pour pas qu'on ait de eye contact. Donc, on n'avait pas... j'ai élaboré la stratégie que mon soulier, je l'ai détaché d'avance et j'ai attaché mon soulier comme ça pour finalement m'enlever du cadre de sa vision, pensant que probablement que ça allait passer. Donc, je faisais juste étirer finalement de me faire chicaner. Finalement, c'est pas moi qui s'est fait chicaner, je crois que c'est mes parents parce qu'ils regardaient pas ce que j'avais fait. Donc, ça a été plus serré après, plus par ma gardienne, Jeanne, de surveiller mes devoirs. OK, donc là, j'en aurais beaucoup à dire sur le sujet. Je pourrais parler encore plus précisément de la famille et tout, mais faut comprendre, je vais revenir un peu au primaire. Le primaire, je suis pas bon à l'école, donc quand j'arrive chez nous, je suis un peu tannant, si on veut. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin qu'on me supporte au niveau intellectuel, j'ai besoin d'apprendre, et si je le suis pas, je soupçonne que ce que je faisais en fait, c'est que je titillais ma sœur ou j'essayais de provoquer des situations. Je sais que j'étais pas évident à ce niveau-là pendant quelques années. Ma sœur d'ailleurs m'en reparle souvent. Ça semble l'avoir perturbé plus qu'autre chose. Donc, à l'époque, donc c'est ça, j'étais au primaire, ça allait pas bien, j'avais pas des bonnes notes, j'étais pas violent, j'étais un enfant qui avait besoin de bouger, qui avait besoin de parler, de s'extérioriser, mais on m'a fait comprendre que c'était pas ça la vie, qu'il fallait pas bouger finalement, que je devais faire ce qu'on me demandait. En deuxième année primaire, ça allait pas bien, mes notes étaient pas bonnes. Donc ma professeure comprenait que j'étais pas un enfant avec des difficultés d'apprentissage, mais que j'avais un retard quand même au niveau de l'apprentissage, probablement parce que ça m'intéressait pas à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller dehors. Donc, elle m'a pas fait redoubler la deuxième année. Ils ont un peu pris ils se sont dit en fait que ça arrivait des fois qu'un enfant en troisième année ou dans une autre année puisse changer ou que quelque chose puisse débloquer. Donc ils en ont parlé un peu avec mes parents et ils ont pris la décision que j'aille en troisième année. Et si en troisième année ça va pas bien, là ils vont me faire redoubler. Ce qui est arrivé, parce qu'en troisième année ça allait pas bien. J'avais Diane, était très très gentille. En deuxième année, c'était Yolande. Et en troisième année, c'était Diane qui a été finalement malade après quelques mois, qui s'est fait remplacer, je crois, qui est revenue. Elle était très gentille. Elle avait compris que j'étais pas un jeune homme à problème, mais ça m'aidait quand même pas au niveau académique à l'école. Elle voulait probablement plus que moi que j'ai des bonnes notes. Moi, l'école, c'était de voir des êtres humains, c'était pas de faire des trucs sur des papiers. Donc, je me souviens même en troisième année, petite anecdote, en fait, c'est elle qui m'avait placé dans un truc de marionnette. Un peu tout le monde avait vu ça à l'époque. C'était fait avec du bois, des planches, avec un trou, évidemment, là, pour faire un spectacle de marionnettes. Moi, elle m'avait collé au tableau dans le truc de marionnette. Puis à un moment donné, évidemment, il a fallu qu'elle cache le trou parce que je faisais des spectacles. N'importe quoi pour faire rire à l'école. J'étais plutôt... je cherchais beaucoup à faire des jeux de mots, à faire rire les gens, puis je faisais rire, en fait, souvent les professeurs. Donc, c'était... Est-ce que j'ai compris? Ça, c'est mon père qui m'avait dit ça.
que c'était difficile pour eux, pour elle, de me chicaner parce que elle riait de mes blagues. OK, donc, et je me souviens que Diane avait cette espèce de fibre maternelle-là qui, je me souviens qu'elle essayait de me couver un peu, elle essayait de j'ai aucune idée comment bien dire ça, c'est pas de me toucher, ce serait étrange comme terme, mais d'avoir des contacts physiques finalement là, quand j'allais à son bureau, mais c'était décent, là, on s'entend là, c'était pas elle était très couvante, donc je me souviens de ça, je me souviens aussi comment la classe était faite et tout. Bon, j'ai redoublé. En redoublant, évidemment, qu'est-ce que ça dit? Puis de toute façon, toi, tu le sais déjà, et on l'entend déjà à l'école, et en plus, on te le dit. Les jeunes te disent que t'es con, que t'es stupide, que tu redoubles. Et en plus, ça c'était dommage. La façon que l'école était faite, peut-être encore aujourd'hui, c'était séparé. Il y avait 2 cycles. Il y avait la maternelle qui était à quelque part plus loin. Il y avait 1, 2, 3. Ensuite, c'était coupé la cour de récréation. Il n'y avait pas de mur, mais ensuite, il y avait l'autre moitié de cour qui, elle, était pour les 4, 5, 6. Donc, c'était 2 cycles. Donc, quand j'ai redoublé ma 3e année, je pouvais pas aller voir mes amis, sauf avec l'espèce de mur invisible. Et on n'avait pas les récréations, je crois, en même temps. Ou des fois oui, donc, je pense que oui, puis moi je pouvais pas aller de l'autre côté. Donc c'était encore plus la vision que j'étais pas bon et qu'on me pointait du doigt, que j'avais redoublé et tout, puis je voyais mes amis, j'avais vraiment une amertume. J'avais pas beaucoup d'amis évidemment, là, j'ai eu toujours beaucoup de difficultés à me faire des amis. Je me souviens même, un de mes amis m'avait dit en 6e année ou secondaire 1, je crois que c'est 6e année, on veut pas que tu sois avec nous parce que tu es trop mature. Bon, semble-t-il que c'était une sorte de défaut, être mature. Peut-être qu'à l'époque, je comprends pas que c'était quoi être trop mature. C'était peut-être juste une façon de me dire que je fitais pas. Parce que j'étais pas comme les autres, j'étais pas aussi... c'est vrai que j'étais probablement plus mature en fait. J'avais pas la même façon de penser. Je voulais pas faire des mauvais coups. Rendu en 6e année, moi les mauvais coups c'était fini techniquement. Donc 4e année, là c'est sûr que c'est peut-être un peu long pour tout le monde ces explications-là, mais je crois que c'est quelque chose qui est important de faire pour pouvoir bien m'expliquer et qu'on puisse comprendre le personnage ici, et là où la douance peut des fois arriver. Parce que la douance finalement était toujours là, c'est juste que moi, puisque j'avais des échecs scolaires, j'avais une grande difficulté à comprendre que j'étais pas stupide. Et pour un enfant, c'est rapide, d'après moi, ça prend quelques jours, en fait, d'après moi. Là. C'est pas une histoire de mois ou d'années. Là. C'est quelques jours que tu te dis que t'es stupide. Ça prend pas de temps que ton cerveau, ton subconscient, il se dit, bon, je suis stupide, ton conscient aussi. Là, je suis pas trop au courant de tout ça. Et dans mon cas, ça a été des années de martèlement psychologique de moi-même me dire que j'étais stupide de l'entendre, et le soir quand j'arrive, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas envie de faire mes devoirs, mes parents qui sont très académiques me disent que je dois faire mes devoirs, j'ai pas envie de faire mes devoirs, je trouve que c'est une perte de temps. J'ai pas changé pour ce type de choses-là aujourd'hui. Moi, il faut que quelque chose m'intéresse pour que je plonge dedans. Quand je plonge, par exemple, je plonge pas à peu près. Donc, chez moi, je suis le petit garçon qui est un peu hyperactif, qui est très exigeant, qu'on a besoin de toujours... en même temps, c'est vrai puis c'est pas vrai, parce que d'après moi, j'étais quand même un garçon plutôt calme, moi, j'ai toujours été un solo. J'étais toujours seul. J'avais pas beaucoup d'amis, comme j'ai dit, donc je m'arrangeais. Je jouais la plupart du temps seul. Mais si ma sœur était là, c'est sûr que
à ce que je peux comprendre, je devais bosser un peu, dire tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Je pense que quand ma soeur avait 1 ou 2 ans de plus jeune, 1 an et 9 mois de plus jeune que moi, je crois que pour elle, c'était non, tu me diras pas quoi faire, je suis capable, même si je suis pas capable, je suis capable. Puis moi, bon, grand perfectionniste, je comprends comment faire les choses, même si je l'ai pas fait. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis très exigeant dans certaines tâches qu'on pourra parler dans un autre volet. Donc, chez moi, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que j'ai pas de relation avec mon père. J'ai pas de relation avec ma belle-mère que je trouve extrêmement froide. Et pour moi, dans mon cœur, comment je suis quelqu'un que, encore aujourd'hui, si tu me rejettes, je vais pas être capable de revenir facilement. Je vais en fait, puis je crois que ça a aussi rapport avec ma mère. J'ai été blessé, j'ai eu une grosse blessure. Et la douance là-dedans, ça fait en sorte que tu comprends beaucoup plus vite. Et si tu me rejettes un peu, à un moment donné, moi, je vais faire un mur. C'est fini. Il y aura rien d'autre. Donc, mon père m'a rejeté d'une certaine façon. J'ai fait un mur. À un moment donné, lui, il s'en est aperçu, puis il s'est dit, bon, c'est pas ce que je voulais exactement, mais à ce moment-là, pour moi, c'était fini. Au niveau de ma belle-mère, elle a jamais été, comme je dis, elle avait pas vraiment la fibre maternelle. Pour moi, ça a été une relation extrêmement difficile. J'en ai pas parlé à beaucoup de monde parce que c'est un sujet très sensible. Je m'aperçois que la vision des gens par rapport à cette personne-là, c'est une autre vision que ce que moi j'ai vécu. Donc, c'est sûr que j'ai pas mon père, j'ai pas ma belle-mère, j'ai évidemment pas sa fille, qui est pas ma sœur finalement. On n'a pas de lien de sang, mais c'est quand même aujourd'hui, je dis c'est ma sœur. Probablement c'est moins compliqué. Puis on a quand même vécu d'à peu près, je crois que j'avais 3 ans, 2 ou 3 ans. Donc on a vécu techniquement toute notre vie ensemble. Mais j'ai jamais eu de relation avec elle. J'ai jamais eu de la relation que moi j'aurais voulu. Oui, c'est sûr que j'ai été gossant pendant quelques années, sauf que à un moment donné les gens changent, mais ma sœur, elle, a pas changé et a pas cru bon que les gens pouvaient changer aussi. Donc ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on n'a pas vraiment de relation. C'est sûr que tout ce que je dis là, c'est des sujets chauds, puis il y a probablement de la famille qui vont l'écouter. Je suis prêt à la discussion, c'est sûr, mais je suis prêt aussi à prendre ces risques-là pour dire la vérité et dire comment moi j'ai vécu les choses, qui est une façon, d'après moi, qui est pas... J'ai rien inventé. Évidemment, il peut y avoir de la déformation de souvenirs et tout, mais globalement, quand quelque chose se répète et se répète et se répète, c'est plus un souvenir et c'est pas une déformation, ça en devient une réalité. Donc, dans mon cas, je suis chez moi avec des mauvaises notes de l'école. On m'en parle à la maison. J'ai pas le goût de faire mes devoirs. Je fais pas mes devoirs. On me chicane. On me chicane pour ma sœur. On me chicane parce que je fais pipi au lit. Fait que finalement, j'étais constamment un peu blâmé en pénitence ou pénitence. Donc, j'ai pas eu une très belle enfance et après, je dirais que ma plus grosse crise, si on veut, là, où j'ai été le plus mélangé, c'est avant la 4e année. À partir de la 4e année, déjà là, j'ai eu une espèce de... J'ai changé pour le mieux. J'étais en changement, en fait. 4e, 5e, c'était à une autre école. Ça allait mieux. Par contre, ma belle-mère qui, elle, avait... quand elle était jeune, elle a été à l'école, un peu comme au couvent, je crois, là, quelque chose comme ça, ce qui était... elle était interne, donc elle couchait là la semaine au pensionnat. Et pour elle, ça avait été, d'après moi, quelque chose de vraiment pas une belle histoire. Et c'était chez elle, quand quelqu'un était tannant, il disait qu'il allait l'envoyer au pensionnat. Donc, c'était une
pénitence, et moi, c'est ce qu'elle a aussi utilisé avec moi pour dire que si j'étais pas gentil, il allait m'envoyer au pensionnat. Ce que mes parents ont fait en 6e année. En 6e année, là, c'est sûr que je parle de beaucoup de choses en même temps, là, parce que c'est que ça en fait partie, en fait, tout ça. Ça fait partie du suicide, ça fait partie de ma conception des choses, mon évolution graduelle et de la blessure qui est restée longtemps puis qui est encore là aujourd'hui pour certaines choses. Donc, en 6e année, je fais le test, c'était à Phillipsburg, je fais le test d'admission, et je sais pas si c'est vrai parce que aujourd'hui j'en doute, mais ils ont appelé mes parents pour dire que moi en passant j'avais pas des bonnes notes. Donc pour l'admission au niveau des notes, j'avais pas des bonnes notes, donc je pouvais pas entrer, j'étais pas admissible à ce pensionnat-là. Donc, je fais l'examen et il appelle mes parents et mon père finalement répond et il m'appelle en criant après moi puis il dit je peux pas croire que t'as raté cet examen-là. Il me chicane finalement puis en disant que je l'avais saboté. Je me souviens comme c'était hier, j'ai absolument pas saboté cet examen-là. Probablement que je l'ai pas terminé, mais j'ai pas saboté. Je me souviens que j'ai pas saboté cet examen-là. Peut-être que le sabotage, qui n'était pas un sabotage, peut-être que, vu que j'avais pas fini, puis c'était des choix multiples, j'ai peut-être écrit plusieurs pensant que ça allait peut-être m'aider, que j'allais en tomber sur une. Avoir une bonne réponse. C'était probablement pas ce type d'examen-là non plus. Donc, dans le sens que ça fait des mauvaises réponses et ça comptabilise des mauvaises réponses au lieu... Comprenez un petit peu? Donc, il est vraiment fâché parce que finalement, je gérais pas leur plan que j'aille au pensionnat est tombé à l'eau. L'école rappelle une semaine ou quelques semaines plus tard pour dire que finalement, je suis admissible, que ils ont été honnêtes, ils ont dit que qu'il n'y avait pas eu assez d'inscriptions, donc j'ai pu y aller. En allant là, j'étais interne. Je couchais là 4 jours sur 7. Puis, au début, évidemment, je détestais ça parce que pour moi, c'était une punition. C'était parce qu'on me blâmait de quelque chose. C'était un rejet. Déjà que je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais déjà rejeté. Là, c'est sûr que c'était la confirmation qu'on m'aimait pas. Là. C'est aussi simple que ça. Donc, les premiers mois de pensionnat, j'aimais pas ça, j'avais pas vraiment d'amis, mais rapidement, ça a changé, j'ai aimé l'école, c'était juste des gars, j'ai aimé le fait qu'on soit entre gars, je trouvais ça moins complexe, moi qui étais très attiré par les filles déjà, je trouve ça moins complexe qu'il n'y ait pas de filles, puis par contre, ça m'a pas appris à me dégêner avec les filles. Donc, quand je suis arrivé en secondaire 1, je suis tombé de haut. Secondaire 1, je ferai pas le secondaire au complet, là, mais en gros, rendu au secondaire 1, j'ai été victime d'intimidation pour des raisons absolument stupides qui sont terminées par la force. Grâce à la force, parce que j'étais quand même grand pour l'époque et costaud, une chance. Ce qui n'est plus le cas. À 5 pieds 10, quand tu es né en 1982, c'est pas très grand. Surtout, les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que tout le monde est 7 pieds 8. Donc, c'est toujours un processus, en fait, d'essayer de comprendre les choses, de guérir. Et j'avais juste l'impression que jamais j'étais capable de passer au travers parce que j'avais pas d'équipe. J'étais pas équipé. J'avais pas de mère, j'avais pas de père, j'avais pas de sœur, j'avais pas d'amis. J'ai toujours eu une bonne famille. Il faut comprendre, peu importe de quel côté, que ce soit belle famille ou je me suis toujours senti quand même apprécié. Puis c'est ça qui est ironique parce que dans ma belle famille, je me suis senti chez moi. Je me suis senti apprécié par tout le monde. Par contre, pas de ma belle-mère.
c'est ça que j'ai toujours trouvé plutôt contradictoire. En même temps, eux m'avaient pas le reste du temps. Je peux comprendre que j'étais probablement problématique ou difficile. Tu sais, quand t'as un doué puis que tu le sais pas à la maison, ça peut probablement être difficile. Donc, au niveau du suicide, si je pouvais en parler encore un peu, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps et dans mes relations, et j'étais excessivement timide avec les femmes. Pour moi, j'avais besoin d'une proximité. C'est vraiment difficile à expliquer. C'était une symbiose. Même une symbiose, pour moi, c'est même pas assez. Je voulais être connecté, je voulais avoir le même sang, je voulais avoir le même code génétique, je voulais entrer dans le cosmos, dans une spirale d'amour ou de... Donc, pour moi, c'est sûr que ma première réelle copine, Catherine, ça a été mon premier. C'est sûr qu'encore aujourd'hui, j'ai cette espèce d'appréhension-là quand je rencontre des gens qui a fait en sorte que je suis devenu une espèce d'ermite parce que j'ai envie de connecter d'une façon beaucoup plus importante avec les autres que les autres en ont envie en général. C'est pas juste avec moi. Moi, j'ai besoin d'une connexion intersidérale. J'ai aucune façon réelle de bien exprimer ça parce que c'est peut-être monstrueux en fait. Je sais que c'est anormal et j'ai le goût de parler des vraies choses, j'ai le goût de connecter, j'ai pas le goût de parler de la pluie puis du beau temps, j'ai pas le goût de parler de trucs futiles, j'ai le goût de connecter. Avec des hommes, avec des femmes, avec des animaux. C'est pas une blague. J'allais faire la blague avec des animaux aussi, mais c'est les animaux. J'ai une facilité de connexion avec les trisomiques, avec les autistes, avec les enfants, avec les personnalités atypiques. Parce que j'ai l'impression d'être chez moi un peu. J'ai l'impression de toucher à une branche qui m'appartient. Là, c'est sûr que je m'écarte du sujet du suicide, mais c'est que tout ça, ça en fait partie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vécu avec ce... On m'a déjà dit que c'est un traumatisme. J'ai vécu toute ma vie avec ça. Donc, ça faisait partie intégrante de ma vie, de mes décisions, de mes non-décisions, parce que je crois avoir plus de non-décisions que de décisions, ce qui m'a gelé dans ma vie. Mais bon, là, je m'écarte un peu parce que ça pourrait être plein d'autres sujets qu'on pourrait parler. Et puis, là, je pars ça, évidemment, tout bonnement, comme ça, avec mon iPhone. Bientôt, je viens juste d'acheter quelque chose qui va être probablement mieux. Peut-être que ce sera pas mieux. Pour l'instant, ça semble être très bon. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je parle de quelque chose de plus précis, ou si vous avez des questions précises, faut pas hésiter. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour aider. Je suis là pour parler de mon histoire. Je suis là pour faire sortir les gens de leur grotte. Ça, je vais probablement même refaire une mini-capsule de peut-être 2 minutes pour en parler brièvement parce que là, je regarde, il est écrit 44 minutes. Je vais sûrement devoir condenser certaines petites choses. Je fais un appel à tous, en fait. J'ai envie de connecter avec des gens qui sont comme moi, ou plus ou moins comme moi, ou qui ont envie d'en savoir plus, ou qui veulent juste partager. Je suis là pour ça. C'est surtout une question d'aide. J'ai le goût d'aider les gens. J'ai le goût de faire sortir les gens qui sont comme moi, qui ont vécu toute leur vie dans leur tanière et qui ont l'impression que qu'une des meilleures solutions de bien vivre, c'est le suicide. J'ai le goût de les aider parce que moi-même, je dois sortir de ça. J'ai tellement envie de connecter avec les gens et je connecte tellement pas avec les gens que je suis devenu, comme je disais tout à l'heure, je suis devenu ermite. Donc, c'est ça que je veux. Je suis ici pour ça. Donc, à bientôt.